bienvenue, Lou. Bonjour. Nous sommes très contentes de te recevoir au mémorial et je te laisse plaider. Merci. Urgent, province de Bagdish, a cédé pour cause de famine et d'interdiction de travail des femmes, belle jeune fille de 10 ans en excellent état de santé, garantie première main. Caractère docile et agréable, autre photo sur demande, 3 500 $ payables en espèces, remise en main propre uniquement. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cette petite annonce que d'aucuns parmi vous ne trouveront révoltante n'a bien entendu jamais été publiée dans une quelconque revue en Afghanistan. Elle est pourtant le reflet de l'abominable réalité que vivent les jeunes filles afghanes depuis la prise du pouvoir des talibans le 15 août 2021. Le temps d'un instant, la presse française et internationale s'est faite l'écho de cette effroyable situation. Et puis une information chassant l'autre, une préoccupation remplaçant la précédente, le silence et l'indifférence sont retombés sur les fillettes afghanes. Non, ceci n'est pas un mauvais conte de fées. Au cours des derniers mois, alors que sévissait la guerre en Ukraine, Afasana, une fillette de 8 ans, était mariée par son père à un prince charmant prénommé Sultan, qui n'avait que 17 ans de plus qu'elle, contre la promesse qu'elle pourrait manger à sa faim. Au cours des derniers mois, pendant qu'émergeait ce qui allait devenir une crise énergétique majeure, Zulmay devait se résoudre pour éponger ses dettes, à céder gracieusement à son créancier Zoya, sa petite princesse de 7 ans. Au cours des derniers mois, alors que s'engageait en France la réforme des retraites, Amina, une fillette de 10 ans, était vendue 2 300 $ à Ali, un dragon qui avait le même âge que son père. Amina, justement. Il y a encore 3 ans, Amina vivait à Kaboul avec ses parents et ses 2 jeunes frères. Une vie normale, une vie studieuse dans laquelle elle allait à l'école tous les jours. Sa famille habitait un bel appartement à l'ouest de la ville, non loin de l'université de Kaboul où sa mère enseignait la philosophie. Elle rêvait de devenir journaliste et de parcourir le monde. Une enfance joyeuse jusqu'à cette journée du 12 mai 2020 où l'univers d'Amina a commencé à se fissurer. Ce jour-là, un attentat à la maternité de Kaboul a fait de nombreuses victimes. Des femmes, des enfants, des infirmières, et a emporté le père d'Amina. Quelques semaines plus tard, la crise sanitaire a frappé le pays comme elle avait fait du reste du monde, et l'argent a commencé à manquer. L'année suivante, à la fin de l'été, les talibans ont pris le pouvoir, tandis qu'Américains et Européens se retiraient du pays dans un indescriptible désordre, et ont interdit aux filles de suivre des études secondaires. Interdit aux étudiantes de s'inscrire à l'université, interdit aux femmes de se déplacer seules, de se rendre dans les parcs ou de sortir sans se revêtir d'un voile intégral qui ne laisse pas même apparaître leurs yeux. Comment étudier dans ces conditions lorsqu'on est une fille? Comment travailler dans ces conditions lorsqu'on est une femme sans être fouettée en public ou mettre sa vie en jeu et sans exposer à de lourdes sanctions tous les membres de sa famille? La vente des jeunes filles afghanes est indissociable des droits de leurs aînés. Et c'est pour ne pas avoir su ou pu sanctuariser ces droits difficilement acquis par les femmes au cours d'un siècle de progrès social que ces jeunes filles sont aujourd'hui privées de leurs libertés les plus essentielles. Privées de leur humanité, puisque considérées comme des objets dont la propriété peut être transférée à autrui. Privées de leur avenir, puisque toute instruction leur est refusée. Leurs talents, leurs compétences, leurs passions ne pourront jamais profiter à leur pays et concourir à son développement. Dès 1920, pourtant bien avant l'arrivée des Russes ou des Américains, les Afghans eux-mêmes avaient aboli le mariage forcé des jeunes filles. Et les constitutions afghanes de 1964 et de 2004 leur avaient accordé le droit de vote et même la possibilité de se présenter à des élections. Les femmes étaient alors encouragées à travailler et à étudier, ce qu'elles n'ont pas manqué de faire. Elles sont devenues médecins ou enseignantes, comme la mère et la grand-mère d'Amina, mais aussi journalistes, policières ou députées, comme Sima Samar, qui était à la fois médecin,
femme politique afghane et ministre de la condition féminine de 2001 à 2002. Il était même possible à cette époque-là de sortir dans la rue sans voile. Même si le poids des traditions n'a pas toujours facilité les choses et que la condition féminine n'a pas bénéficié de la même émancipation dans les villes que dans les campagnes, la loi était de leur côté sur le plan national, mais aussi international. La constitution afghane du 4 janvier 2004 précisait en effet que l'Afghanistan respecterait désormais tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et dans le prolongement de ces textes, l'Afghanistan a d'ailleurs signé et ratifié entre 1980 et 2003 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant, interdisant notamment la vente des enfants. L'application stricte de la charia rendrait-elle caducs tous ces engagements? Rima Salem, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes, rappelait pourtant au lendemain de la prise de Kaboul que les valeurs et les principes du Coran protègent sans ambiguïté possible la dignité des hommes et des femmes, leur égalité devant Dieu et stigmatisent l'injustice, les inégalités et la discrimination. Les talibans eux-mêmes ne s'y sont pas trompés, qui promettaient en 2021 que les filles pourraient continuer à aller à l'école et les femmes à travailler, avant de les faire progressivement, subrepticement et implacablement disparaître de l'espace public. Peut-on imaginer, peut-on espérer que, comme en 1996, la présence talibane reste de courte durée? Amina, Zoya, Afasana et toutes les autres fillettes afghanes pourront-elles compter sur le soutien de la communauté internationale qui estimait en décembre dernier que la politique du régime taliban à l'égard des femmes constitue un crime contre l'humanité, en vertu du statut de Rome évoquant même une éventuelle traduction de Kaboul devant la Cour internationale pénale de La Haye? Ou devront-elles, à l'instar des femmes iraniennes, initier leur propre révolution, avec le soutien éventuel de leurs frères, dont beaucoup, par solidarité, ont eux aussi choisi de ne plus se rendre au lycée ou à l'université? Continueront-elles inlassablement, courageusement à manifester en petits groupes dans les grandes villes, malgré les menaces, malgré les violences, malgré les arrestations? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je veux croire à un avenir meilleur pour ces jeunes filles, à un avenir qui soit à la hauteur de leur espoir, de leurs rêves, de leur mérite et de leur courage. Aussi longtemps que ce ne sera pas le cas, et comme le préconisait Aimé Césaire, ma bouche, votre bouche, doit être celle des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, notre voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je vous remercie. Oui.